bonjour. Ici François Poisson pour Télécœur. Le 26 juillet dernier avaient lieu des festivités regroupant des militants écologistes du centre du Québec, de la Mauricie et même d'au-delà. Pour souligner les bons coups, les victoires, j'ai pu m'entretenir avec certains d'entre eux. Voici ce qui suit. Alors ici François Poisson pour Télécœur, je suis à Bécancour en présence de Nicole Racine, qui est militante environnementale et qui avait invité aujourd'hui des collègues pour festoyer. Bonjour Nicole. Bonjour François, comment vas-tu? Très bien, on a eu une belle journée au bord de la rivière. Oui. On était nombreux. Alors tous des militants très engagés qui ont donné de leur temps pour faire avancer des causes importantes. C'est tout du monde qu'on a rencontré, qu'on a connu lors des premières manifestations contre les gaz de schiste. On a découvert que c'était, on s'est levé, on s'est réunis. On a connu du monde fantastique, tellement diversifié, avec tellement de connaissances différentes qu'on s'est tout enrichi à l'époque. Et puis voilà que maintenant, avec la fin espérée définitive des gaz de schiste, on s'est dit, on va se retrouver juste pour le plaisir, parler de n'importe quoi d'autre. Ça n'a pas toujours marché. On est revenu sur le sujet. On avait quand même de belles anecdotes aussi. Et puis, on a décidé de fêter. Et notre comité nous a offert généreusement du mousseux. Et on s'est réunis, on a fêté et c'était vraiment agréable. Donc, accusez le coup parce que là, il y a eu quand même des avancées, de longues luttes, de grosses luttes. Et là, parfois, un rayon de soleil, donc on en profite, on accuse le coup puis on fête un peu. Oui, c'était vraiment agréable, mais bien franchement, on s'est aperçu que toutes les luttes ne sont pas terminées. Il y a des groupes qui ont des luttes plus régionales à faire et c'est toujours agréable d'échanger, de se rencontrer et puis de se dire, il y a encore peut-être des choses à faire. On a eu besoin d'un repos, un petit peu de s'aérer l'esprit, un petit bout de temps et peut-être que ça va nous permettre d'attaquer d'autres luttes, d'avoir d'autres motivations. Parce qu'il n'y a rien qui est définitivement fini. Les gaz de schiste, on pense avoir vraiment fermé la boîte définitivement. On peut quand même remercier notre gouvernement d'avoir fait ce pas-là. Peut-être la loi n'est pas parfaite, mais en attendant, on est vraiment content d'avoir eu cette occasion. Et il fallait le fêter, c'est certain. Dans les plus grandes luttes, il y a eu Énergie Est, ça fait quand même déjà un certain temps. Plus récemment, GNL, avec le gazoduc qui était lié dans le projet. Donc ça, c'est des très gros morceaux. C'est sûr que là, avec le conflit en Ukraine, l'approvisionnement en gaz de l'Europe, des gens, des fois, pensent ressusciter ce genre de projet-là. Est-ce que ça peut vous inquiéter? Oui, on y a tous pensé, c'est sûr. On n'a pas l'impression que ça pourrait aller de l'avant, mais c'est sûr que les gazières, les compagnies gazières, ils le savent qu'il y en a un peu, parce qu'ils rêvent un peu en couleur sur la quantité. Ils le savent qu'il y en a un peu dans le sol. Et ils vont toujours avoir l'œil dessus. Je pense qu'on peut pas rêver qu'ils n'y pensent pas. Eux, ils pensent. Et puis, l'absence de gaz en Europe, mais moi, je crois que les Européens seront assez malins pour trouver autre chose. Je souhaite. Parce qu'il y a des pays quand même qui sont en avance sur nous au point de vue énergie verte. C'est des sacrifices à faire, c'est des dépenses
excessivement grande pour amener des énergies vertes. Ça peut amener des inconvénients pour du voisinage, d'éoliennes, etc. Mais je pense qu'ils vont vouloir être dépendants de ça parce que s'ils redeviennent au service, exemple, du gaz russe ou même du gaz américain, qu'est-ce qui se passe dans le futur? N'importe quel autre conflit, un président qui change quelque part et tout est... Donc, il faut être indépendant des énergies fossiles et on n'a pas le choix. Qui peut dire qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Fait que... On parlait des pétrolières, on parlait des gazières. Eux, évidemment, ont beaucoup de personnel, ont des scientifiques à leur solde, ont des gens pour faire du lobby. Alors que les gens qu'on voyait aujourd'hui, c'est des bénévoles, des citoyens qui se sont levés pour quelque chose en quoi ils croyaient. Oui. Ça, c'est une grande injustice dans la société. C'est que les gouvernements sont approchés par des lobbyistes qui sont payés pour ça et qui peuvent être extrêmement nombreux. À une certaine époque, ils étaient un lobbyiste pour à peu près 2-3 députés. C'est invraisemblable, alors que nous, on payait de notre poche pour se réunir, pour se déplacer. On amenait nos affaires dans les réunions. Donc, on a dépensé pour lutter contre quelque chose d'invraisemblable. J'ai même, à un moment donné, approché un président d'un BAP, puis j'ai dit, est-ce que minimum, on pourrait compter nos heures et avoir un crédit sur nos impôts? Il nous a dit que c'était une bonne idée, mais peut-être que si on se battait autant contre les gaz de justice, pour avoir au moins un crédit sur nos impôts. Et toutes les luttes se font comme ça. C'est le cœur qui parle. Et le cœur et la logique, parce que si quelqu'un attendait d'être payé pour militer, d'abord, il pourrait aussi être sensible au lobby. Donc, c'est notre indépendance intellectuelle et de cœur qui va dans l'absence de revenus quelconques pour lutter. Ouais. Et tout ça avec le résultat que parfois, les autorités, plus tard, se rendent compte, vous aviez raison, il ne fallait pas aller là. Donc, merci de vous être levé parce que c'était pas la direction qu'il fallait prendre. C'est un peu absurde. Oui, je suis obligée de confirmer que... Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui. Fait qu'il faut être réaliste. Si la société veut quelque chose ou que le gouvernement abandonne quelque chose au profit d'autre chose, c'est que la lutte citoyenne et le poids du nombre. J'essaye d'imaginer d'autres solutions, mais c'est que ça. Et il y a des gens qui luttent des années puis qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Je trouve ça triste des fois parce qu'ils avaient donc raison aussi. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de luttes environnementales qui ont été gagnées dans les, 12-15 dernières années, même davantage. Mais comme a déjà dit un militant, on gagne toujours, mais une lutte en cache toujours une autre. C'est toujours à recommencer. Comme vous disiez tout à l'heure, plusieurs d'entre les gens qui étaient aussi aujourd'hui mènent des combats, peut-être à d'autres échelles, mais donc ça continue. Ça continue. Ce qu'on a réalisé, c'est que si on développe cette conscience, parce que on a lutté contre les gaz de schiste, nécessairement, ça nous a allumé sur plein d'autres choses de l'environnement, puisqu'on a découvert les gaz à effet de serre. Dans les BAP, là, on apprend 1000 choses. Ça vaut sa fortune, quelque part. C'est là qu'on a gagné, c'est de la connaissance. Donc, après ça, on peut plus se fermer les yeux. Et comme une amie proche me disait, une fois qu'on sait, on ne peut pas désavoir. Fait qu'on le sait, puis on s'aperçoit de choses qui ne marchent pas plus. Et donc, on continue de s'investir, des fois un peu moins dans quelque chose, d'autres un peu plus, puis on s'entraide comme ça. Et c'est la longue route pour conscientiser le plus de gens possible, pour que, ultimement, ces luttes-là n'aient même plus leur raison d'être parce que on n'aura pas à s'opposer à quoi que ce soit. Les choses vont aller dans un bon sens. On parle peut-être d'une utopie à ce moment-là. Moi, je suis d'accord pour l'utopie. Mais si on n'a pas d'utopie, qu'est-ce qui nous reste, là? Je pense que tous les gens qui ont amené du changement, ils étaient utopistes, irréalistes. Moi, on m'a traité d'angélique. Et j'avoue que moi, j'ai pris ça pour une flatterie plutôt que pour une insulte. Parce que si on ne croit pas, je veux dire, il faut croire avant d'agir. Fait que si on nous démoralise en disant « tu ne vas pas y arriver », on n'y arrivera pas. Donc, il faut
de l'utopie, puis de l'angélisme un peu. Par contre, la fin des luttes, désolée, tout ce qui me réjouit, c'est que quand les gaz de schiste, notre lutte a commencé, la moyenne d'âge des militants était vraiment élevée, là, je dirais 50, 75 ans, peut-être 80. Mais on a vu les jeunes se lever, puis les jeunes avec une conscience beaucoup plus développée que nous, on l'était. Et moi, ça m'a fait comme vraiment du bien. Je me suis dit, la relève est là. C'est pas tous les jeunes, mais il y en a pas mal. Puis on dirait plus ils sont jeunes, plus ils ont été peut-être à l'école, on leur a démontré des choses, expliqué des choses. Pauvres eux, peut-être qu'ils vivent de l'éco-anxiété aussi. Mais ça va peut-être aussi les amener à bouger puis à bousculer les choses. Mais la fin, moi, je ne sais pas. Là, ils vont aller ils vont aller partout pour des ressources naturelles tant qu'on en a besoin. On parle d'éco-anxiété, c'est le mal du siècle, l'anxiété. Les jeunes en vivent beaucoup, éco ou autre. Mais souvent, le remède, c'est d'agir. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ils trouvent comme ça à se guérir de l'éco-anxiété en agissant, en militant à leur tour. Donc ça donne de l'espoir. Oui, Jacques Tétrault, un militant de longue date connu par beaucoup de monde, il m'avait dit, moi, quand les gens m'approchent et disent « je suis figé, je ne sais plus quoi faire, on n'y arrivera pas », ben il dit « commence par un acte simple, plante des arbres ou prochaine voiture pourrait être électrique ou fais moins de kilomètres ou utilise les transports en commun. Puis satisfais-toi de chaque étape que tu fais. Parce que si on voit trop grand, on n'y arrivera pas. Non, non. Et puis on va déprimer ou figer. Si on ne peut pas figer, là, c'est pas possible. Parfois, on se fait dire les petits gestes, c'est pas ça qui va faire la différence, mais au contraire, ça peut faire la différence pour une personne. Une personne peut faire la différence pour la personne à côté. Et c'est comme ça qu'on construit un mouvement. C'est comme ça qu'on change les choses. Oui, et puis c'est important de nous faire sentir mieux parce que vraiment, des fois, c'est décourageant. C'est sûr qu'une accumulation de petits gestes et d'exemples, ça peut influencer les gens. Je pense qu'à la longue, les gens vont dire « Ouais, mais bon, pourquoi je ne ferais pas ça? Ça a l'air que c'est possible de le faire. » Ouais. La force de l'exemple. Souvent, on dit « Bon, si nous, on fait quelque chose et tel grand pays qui pollue plus que nous, alors que le Canada est un très grand pollueur, la force de l'exemple, si nous, on démontre un bon exemple, je pense que déjà ça peut faire des choses, ça peut faire bouger beaucoup de choses. En tout cas, Nicole Racine, je te remercie pour cet entretien et pour avoir tenu cet événement chez toi aujourd'hui, dans un superbe décor à Bécancour. On peut en faire profiter le plus de monde possible. Et ça recharge la batterie. Alors, je pense que tu as fait beaucoup de bien à des gens qui se sont beaucoup donnés. Et le plaisir de se revoir. On s'apprécie. Une lutte de 10-15 ans, ça peut créer quelques tensions dans certains groupes, mais on a bien vu que on s'apprécie tous tel qu'on est. C'est bien. Ouais. Parce que quand on lutte pour la même chose, évidemment que ça rapproche. Là. Oui, oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça fait plaisir. Je suis avec un militant environnemental, M. Jean-Pierre Leduc, de Saint-Angèle-de-Laval. Bonjour, M. Leduc. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à être ici aujourd'hui? Disons que c'est sûr qu'en partant, au point de départ, c'est la cause. Mais ce qu'on découvre avec les gens qui sont préoccupés par la cause, là, c'est vraiment, on découvre un univers où on sait qu'il faut s'impliquer, que ça prend du monde, ça prend des gens qui ont du temps. Alors, moi, disons que, comme je dis, je suis un peu yes man. Là. Quelqu'un m'a dit, viens nous aider, j'étais prêt. Et là, on parle de quelle cause? On parle de la cause en particulier là, des gaz de schiste. Mais il y a beaucoup de causes là, qui se sont greffées autour de celle-là, puis où les mêmes militants ont travaillé, disons, pour en arriver à quelque chose qui avait de l'allure dans ce monde. La première lutte autour des gaz de schiste, ça remonte quand même à plusieurs années. Mm-hmm. Moi, je pense que ça fait au moins... Là, on est en 2022, alors qu'on parlait de ça En 2010, moi, j'étais là dans un comité où on travaillait là-dessus.
avec les militants à l'époque. Mais il y en a beaucoup, beaucoup encore. Cette même gang-là sont encore là. C'est des gens qui ont travaillé étroitement ensemble. Absolument. Il y a beaucoup de causes. On pourrait en citer plusieurs. On a vu arriver, entre autres, il y en a une que je me souviens comme ça, c'était Hydro-Québec, Énergie, puis Centrale de cogénération, qui voulait transporter des gaz liquéfiés pour s'installer à Bécancour. Alors, ça, c'en est aussi une cause là, importante qui s'est discutée, puis les militants étaient là, puis toujours le même groupe, mais il y avait beaucoup, beaucoup de science. Ces gens-là, ils connaissaient beaucoup de choses, et comme on a répété à notre conseil municipal, si vous avez besoin d'experts, peut-être faudrait nous consulter parce qu'on s'est beaucoup, beaucoup documenté sur ce qui se passe dans notre pays voisin avec les gaz de schiste. Pour nous autres, c'était notre futur, bien entendu. On voyait ce qui se passait là-bas, puis on a dit, ben nous autres, ça s'en vient. Puis de mon côté, moi, j'avais une sommité en la matière. J'ai un beau-frère qui était géophysicien en Alberta. Alors lui me passait plein de choses qui s'étaient passées 20 ans. Il me disait, ce qui se passe aujourd'hui chez vous, c'est ce qui s'est passé chez nous il y a 20 ans. Alors, ils ont fait de l'Alberta une passoire, puis c'est ce qui pourrait arriver au Québec. Alors là, on ne parle pas de simples citoyens qui décident de militer, c'est des citoyens informés qui ont décidé de se mobiliser, de prendre les choses en main, voyant que de l'autre côté, c'est-à-dire le gouvernement, faisait pas le travail. Je dirais même, moi, que ces gens-là, les militants, là, ce sont des visionnaires. Alors, c'est des gens qui peuvent se projeter dans le futur et dire, bon, mais qu'est-ce qui va arriver à nos enfants, à nos petits-enfants, puis tout ça, puis c'est inconcevable d'imaginer ce qui peut leur arriver. Alors, ça part de là aussi, protéger la nature dans ce sens-là, puis travailler près de nos élus pour essayer tranquillement de leur faire comprendre. Des fois, on part de loin. Hein. C'est difficile. Mais ces gens-là étaient patients, bien documentés. On a côtoyé plusieurs scientifiques qui nous donnaient la vraie information. Donc, on pouvait, nous autres, continuer vers les élus. Puis on est allé loin. Il y a eu les élus municipaux, même les élus provinciaux. Ces fonctionnaires-là, on s'est rendus proches, on a discuté. C'était une chose là. Et à un moment donné, l'opinion publique a embarqué parce que là, il y a eu une certaine pédagogie par rapport à ce qu'était la fracturation. C'était important au niveau du gaz de schiste. Il fallait fracturer. Et là, ça faisait en sorte qu'on injectait de l'eau sous terre. Cette eau-là ressortait polluée. Je pense que ça a beaucoup frappé l'imaginaire. Un peu, bon, ce qui allait arriver à nos nappes phréatiques, tout ça. Alors, je pense qu'à ce moment-là, la population a commencé à suivre les militants, mais ce bout-là, il fallait le faire, et c'est pas le gouvernement qui leur a fait cette œuvre d'éducation-là. Oui, cette forme d'éducation, comme tu dis, François, c'est nous autres qui avons fait le pont, là, avec les scientifiques, puis avec ce qu'on voyait, les nouvelles qui provenaient des États-Unis, notre pays voisin. Bien là, on pouvait, avec nos scientifiques, vraiment là, adapter cette information à ce qu'on vit ici, avec la façon que notre sous-sol est conçu, comment c'est fait, puis qu'est-ce qui pouvait arriver justement à nos nappes phréatiques, qu'est-ce qui pouvait arriver à la nature, qu'est-ce qui pouvait arriver à nos forêts, parce qu'il y a plusieurs... il y a la déforestation, en plus, là, il y a plein de choses là, que ça vient bouleverser, il y a nos routes que ça vient bouleverser, mais comme tu disais, là, finalement, c'est notre eau, l'eau potable, notre richesse au Québec, là, ça allait y passer, là. C'est certain. Puis à quelques endroits, il y a des puits qui ont été forés. Puis il y a eu de véritables problèmes de pollution des puits avoisinants. Alors ces gens-là, on les a écoutés. Puis on est allé voir ce qui se passait. Puis on a continué de faire le pont là, pour transmettre cette information-là, de la bonne information, de l'information juste, pour dire, nous autres, chez nous, au Québec, on ne veut pas ça, là, on n'a pas besoin de ça. Et sans les militants, ça aurait continué parce que, je pense qu'il y a des gens qui se sentaient un peu impuissants parce que ce qu'on leur disait, c'est que le sous-sol, l'accès au sous-sol, ça ne vous appartient pas. N'importe qui peut arriver puis extraire les ressources du sous-sol. Absolument. Là, même que
Sans exagérer, là, on pourrait dire que les propriétaires terriens au Québec, là, ils ont peut-être 10 pouces ou quelques 25 cm de terrain à eux autres. Tout ce qui est en dessous de ça, ben, ça a été vendu par notre gouvernement à des compagnies sous forme de claim. Et puis ça a été vendu à 10 sous l'hectare. Alors qu'ailleurs, ils faisaient des milliards. Nous, on a fait quelques petits millions. Mais eux autres, là, ils ont maintenant, ils ont toujours ces claims-là en main. Et puis, c'est ça qui nous a nuit, cette façon cavalière. Notre gouvernement a vendu ces claims-là sans vraiment en parler aux propriétaires terriens, voir qu'est-ce qui allait se passer, sans référendum, sans rien, sans consultation. Alors, ces claims-là ont été vendus. Puis là, la compagnie, imaginez-vous, ils arrivent chez vous, puis ils disent, on s'en va là, puis on fait des tests, puis on creuse. Puis, vous voulez nous louer, on va vous louer là, pour quelques dollars par mois, mais on creuse là. Puis si vous ne voulez pas, on va creuser pareil. Ça a été gagné, Énergie Est. C'était une grosse, grosse, grosse lutte. Je sais que de nombreux militants, après, étaient épuisés. Bon, il y a eu des moratoires sur les gaz de schiste. Même maintenant, et c'est peut-être pour ça qu'on fête aujourd'hui, le gouvernement actuel a comme dit qu'il n'allait plus avoir d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures au Québec. Bon, des fois, c'est un acte de foi. Il faut penser pour le mieux puis dire, bon, est-ce qu'il reste encore des luttes à faire? Est-ce qu'il reste aussi de l'énergie aux militants? Ah oui, ah oui. Moi, je pense que là, on a un gouvernement qui a dit non au gaz de schiste, mais on sait que des lois, il y a moyen d'amender des lois. Des règlements, ça se change. Alors, pour l'instant, on se sent en sécurité, mais il faut être très vigilant. Concernant l'avenir, il y a même un parti politique là, qui dit que lui, là, cette forme d'énergie-là, là, il sauterait là-dessus à pieds joints parce qu'il y a moyen de faire de l'argent avec ça, puis tout ça. Alors nous autres, on pense que ça va dénaturer le Québec, ça va briser notre Québec. On n'a pas besoin de ça. Nous autres ici, l'avenir, c'est l'électricité, puis on s'en va là. Et on est dans une confédération, le Canada. Le Canada qui a un gouvernement qui, lui, va traiter un peu à la pièce chacun des projets. C'est un ancien environnementaliste qui est à la tête du ministère de l'Environnement, mais on voit quand même qu'il y a des choix qui sont faits qui déplaisent aux environnementalistes, puis qu'on s'explique mal. Oui, puis il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Là. On parle, admettons, des pipelines, là, comment, en français, c'est des gazoducs puis des oléoducs. Alors, le gouvernement fédéral a des lois là-dessus, puis c'est eux autres qui ont priorité pour passer sur le terrain des provinces. Alors là-dessus, on n'a aucun pouvoir. Il y a des choses comme ça là, qui peuvent nous faire mal encore. Vous, Jean-Pierre Leduc, là, en ce moment, est-ce que vous menez encore des luttes de cette nature-là? Moi, je dirais que notre groupe est toujours vigilant. Puis, s'il y a quelqu'un dans le groupe qui lève la main et qui dit il y a quelque chose encore qui nous menace, est-ce qu'on fait quelque chose ensemble? Moi, je me lève puis je suis prêt à y aller. Puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de petites luttes qu'on peut mener autour de ça. Là. On avait un gros dossier cette fois-là. Mais le fait que dans mon propre village, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas assez d'arbres, ça me fait mal. Je marchais avec ma fille, on se promenait sur la rue. Elle a dit, Père, il y a plus d'arbres sur ma rue à Montréal que chez vous ici à Saint-Angèle. Fait que, pour moi, ça n'a pas de sens. Fait que je me dis, il faut se rassembler, quelques citoyens, il faut demander. Il ne faut pas aller juste à la séance du conseil. Ça, les décisions sont prises, ils viennent nous annoncer ça. Il faut demander une rencontre avec quand le conseil siège pour discuter de choses. On peut demander ça. Ils nous reçoivent, on s'explique, il y a des discussions. Puis là, des fois, on peut tirer quelque chose d'intéressant de ça. Autrement, il n'y a rien à tirer. Puis, pour avoir vérifié cette façon-là, je pense que c'est vraiment souhaitable parce qu'on peut prendre vraiment le temps d'expliquer les aléas d'un projet. Puis on peut prendre le temps et dire, ben regarde, si on fait 2 pages, le pour et le contre, là, est-ce que ça vaut la peine qu'on se dirige vers ça? Alors ça m'intéresse, ce dossier-là des arbres, là, ça m'intéresse. Puis sans arriver comme des forcenés, parce que parfois les gens s'imaginent que les militants
bon, sont un peu, comment dire, des troubles-fêtes, mais on a des arguments, on s'assoit, on peut les énoncer de façon calme, claire, comme vous disiez tout à l'heure, avec une base scientifique. Et je pense qu'à ce moment-là, on est entendu beaucoup plus souvent, puis que ça a une portée. Oui. Comme je disais tantôt, si on étudie le dossier bien comme il faut, qu'on présente ça avec la science qui nous appuie, ben il y a une chose, par exemple, ça s'apprend. Hein. Moi, je me souviens que les premières fois qu'on militait, là, des fois, sans parler d'arrogance, on y allait trop directement. Il faut leur laisser le temps aussi aux élus d'avancer puis de comprendre ce qu'on a à dire. Il faut savoir parler. Puis il faut être diplomate. Puis ça, on l'a appris. Parce qu'au début, on manquait de ça. On ne savait pas comment faire ça, mais on a appris comment faire ça. Puis je pense qu'on est plus écoutés. Puis j'ai pour projet d'inviter encore du monde à aller voir, les conseillers et le maire quand ils sont en train de jaser de problèmes, de solutions, d'aller s'immiscer dans leurs discussions puis parler de ça. Je pense que c'est notre seul moyen d'avoir du succès. Des citoyens qui se tiennent debout, qui agissent un peu comme chiens de garde pour l'environnement, quand les instances ne le font pas nécessairement, parce que c'est sûr qu'ils ont beaucoup de choses auxquelles penser, mais l'environnement, c'est là où on vit, c'est là où nos descendants vivront. Donc, s'il y a quelque chose de primordial, c'est bien ça. Puis tout le reste, que ce soit la voirie, que ce soit l'aqueduc, les égouts, ben en fait, tout le reste, c'est un peu, ça découle de, tu sais. Oui, c'est ça. C'est important parce qu'on sait qu'on est près de nos élus municipaux. On voit des choses qui se passent, des choses qu'on peut demander à ce qu'elles soient améliorées. Puis, il faut tout simplement trouver le moyen d'aller s'asseoir avec eux autres, qui nous donnent 10 minutes, 15 minutes. Si on arrive et qu'on est prêt, qu'on est informé, puis qu'on transfère ce message-là, bien, tout est gagné. En tout cas, on a des chances d'arriver à quelque chose. Autrement, on a zéro chance. Êtes-vous optimiste ou pessimiste face à l'avenir? Je suis un éternel optimiste, mais je trouve qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque minute compte, tout ce qu'on peut faire, même si on ne fait pas toute la job, si on en fait une partie, c'est ça qui compte, là, tu sais. Puis si on fait quelque chose, puis ton voisin à côté, il voit que tu fais ça, puis tu es en bon terme avec ton voisin, bien là, on jase de ça, là, puis là, ça va être comique au début, là, pourquoi que tu es comme ci, puis pourquoi que tu es comme ça, puis environnementaliste, oui, mais regarde, là, tu as des enfants, regarde, là, c'est comme ça. Il y a moyen de détériorer ça, puis là, on est sur cette voie-là. Là. Alors, il faut changer de direction. Là. Puis c'est pas les autres qui vont le faire, là. C'est nous. Donc, optimiste, mais qui ne reste pas assis sur son derrière, un optimiste en action. Oui. Mais là, on a eu un gros dossier, puis moi, je pense que ça va être temps de proposer d'autres choses. En attendant, là, pour voir si on reste vigilant avec celui-là. Mais on a une belle gang, on s'entend à merveille. Puis on a plein de choses à discuter ensemble. Puis là, s'il y a d'autres choses qui nous chatouillent, sur lesquelles on peut travailler, ben, moi je pense que c'est beaucoup de monde à sa retraite là-dedans, à la retraite. Alors c'est une belle façon aussi de rester en contact avec des amis. Il paraît que plus qu'on cherche à vivre près de la société, avec beaucoup de monde autour, plus qu'on devient intelligent. Il paraît. Autrement, tout seul dans son petit coin, là. Ah bon, on confronte les points de vue, puis ça, c'est sûr que ça amène toujours à aller plus loin. Ça amène des arguments, puis ça amène aussi des points à corriger, des points qui vont bien, faire la liste, puis, coudonc, il y a du travail à faire. Ben merci pour cet entretien, Jean-Pierre Leduc. C'est moi qui te remercie, François Boisson. Je suis avec Marc Brulmans, qui est un scientifique qui sert de nombreuses causes environnementales. Bonjour Marc. Bonjour François. Aujourd'hui, on célèbre entre amis qui se sont connus à travers leur militantisme la fin, mais bon, en verrons-nous jamais la fin, des projets d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures au Québec.
On a eu quelques sons de cloche en ce sens-là. Est-ce qu'il faut y croire? À chaque fois, c'est la même question qu'on se pose. Quand même, l'occasion était belle pour se réunir, pour célébrer. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est sûr que je me sens bien parce que je me dis que tous les efforts qu'on a mis portent fruit. Est-ce que c'est la fin définitive? Sans doute que non, parce que les gaz sont toujours là. Le schiste est toujours dans notre sous-sol. Mais d'après moi, quand même, si ça devait se faire de nouveau, ça ne serait pas de la même façon. Parce qu'en 2010, quand on s'est soulevé, vraiment, les gazières étaient déjà là avec leurs gros sabots. Et il a fallu qu'on regagne du terrain et qu'on leur démontre avec force argument que la transition par le gaz naturel, on n'en voulait pas, que le gaz de schiste, c'était pas la solution de l'avenir, puis c'était pas nécessairement par là qu'on deviendrait prospère au Québec. Alors toi, c'est vraiment à ce moment-là, dans la lutte contre Énergie Est, que tu t'es levé pour t'insurger contre ça. C'était avant, bien avant Énergie Est, c'était dès 2010. Énergie Est est arrivé un peu plus tard, en 2013. Le tout début. Et puis ensuite, il y a eu les projets de gaz naturel liquéfié à Saguenay en 2015 que j'ai déjà commencé à militer. Fait que c'est sûr que ce genre de projet-là, ça prend 5 ans pour se développer. Ça prend 5 ans pour qu'il y ait une résistance citoyenne qui se développe. Et là, on en arrive à un point où, justement, le projet, il passe ou il passe pas. Heureusement, la plupart des batailles que nous avons menées contre le gaz naturel, on les a gagnées, mais certaines ont quand même été perdues. On pense à la cimenterie Mécanis, qui est un gros dossier, une grosse industrie qui s'est installée dans une petite municipalité de la Gaspésie. Et là, ben, on n'a comme pas eu notre mot à dire parce qu'il n'y a pas eu d'audience publique, donc il n'y a pas eu de résistance citoyenne qui a pu s'organiser. Et le projet est là. Et maintenant, on doit vivre avec ce genre de projet-là. C'est un peu la même chose avec certaines mines également un peu plus loin des grandes villes. Donc, ça se passe des fois en Abitibi, ça se passe encore plus au nord. Et souvent, la grande majorité des personnes ne sont même pas au courant de ces projets-là. La cimenterie Mécanis à Port-Daniel, certains scientifiques nous disent « Ah, c'est exceptionnel, ça nous donne l'occasion d'expérimenter sur la captation du CO2. » Alors toi, comment tu réagis à ça? Bon, je suis peut-être pas au courant de tous les développements de ce projet-là, mais je sais qu'au début, on nous présentait ça comme un projet qui émettrait peu de gaz à effet de serre et qu'on trouverait un moyen de compenser avec la biomasse. Parce que la biomasse, souvent, c'est perçu comme quelque chose qui est neutre en carbone et qui nous permet justement de ne pas émettre des gaz à effet de serre. Mais biomasse ou pas biomasse, c'est du CO2 qui est généré. Et ce qui était auparavant séquestré, que ce soit dans le sous-sol ou chez des êtres vivants comme les plantes, les arbres, bien évidemment, ça se retrouve dans l'atmosphère si on le brûle. Et on sait que pour fabriquer du ciment, ça prend énormément d'énergie et c'est là que ces espèces de projets-là sont fortement consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, on nous disait qu'il n'y aurait pas peu de gaz à effet de serre, mais finalement, après quelques années, c'est finalement l'émetteur numéro 1 au Québec, c'est la cimenterie Mécanis, et ça risque de l'être pour encore de nombreuses décennies. Mais pour en revenir à la séquestration du carbone, j'ai des craintes au niveau économique surtout, parce que si on devait séquestrer l'équivalent en carbone de tout ce que nous émettons avec nos industries fossiles, donc à savoir le gaz, le pétrole et le charbon, il faudrait dépenser pratiquement l'équivalent de tout ce qu'on a dépensé jusqu'à maintenant pour mettre en route ces infrastructures-là que j'appelle gazières, pétrolières et charbonnières. Donc, les sommes sont quand même colossales pour qu'on puisse stocker durablement ce qui serait probablement, ce qui pourrait être émis par des cimenteries et des aciéries, etc. Je pense que le mieux, c'est de changer de procédé ou regarder si vraiment c'est nécessaire de fabriquer autant d'acier
autant de ciment, etc. Je pense qu'il faut vraiment revenir à un mode de vie où ça serait plus ce qui est essentiel. Donc, il faut viser la décroissance. Là, à l'heure actuelle, tout le monde veut vivre comme le plus riche sur la planète. Puis je pense que ça, c'est une mauvaise attitude, c'est une mauvaise optique parce qu'on ne pourra jamais atteindre ce niveau de consommation-là à l'échelle, je dirais, planétaire. Et finalement, on va vivre dans un monde qui va être extrêmement inéquitable. Et pour une bonne part, tout ce qui a été la découverte du pétrole, la découverte du gaz naturel, a favorisé ces inéquités au niveau planétaire. Il y a des gens qui vivent comme 1 millier de personnes qui vivent au Pakistan, au Bangladesh ou en Inde ou ailleurs, en Haïti. C'est que c'est quand même pas normal qu'il y ait certaines vies qui semblent valoir plus d'un millier d'autres vies. Quand tu te mêles à une lutte environnementale, tu rejoins des citoyens qui sont indignés pour différentes raisons par ce qu'on leur présente et tu viens amener une expertise scientifique indéniable. Est-ce qu'au moment de faire tes études, tu te doutais que ça pouvait t'amener à quelque chose comme ça? Non, pas vraiment. Je pense que quand tu étudies, tu es animé par la curiosité, l'intérêt, le plaisir de connaître quelque chose qui est connu d'un petit nombre de personnes et qui pourrait peut-être tenir je dirais de la poésie à un moment donné. C'est parce qu'en sciences, surtout dans les sciences fondamentales, il y a des choses qui sont tellement belles. Ça peut être pour certains une équation, ça peut être pour un autre une cellule ou même une partie d'une cellule qui voit au travers d'un instrument. Et je pense qu'à cette époque-là, je voulais avoir surtout une culture scientifique générale la plus vaste possible parce que je me disais, ça je le sentais quand même assez précisément, que tout ce qui touchait l'environnement, tout ce qui touche la vie est extrêmement complexe et qu'il nous faut des bases dans plusieurs disciplines scientifiques. Donc, c'est pour ça que moi, à cette époque-là, tout ce que je cherchais, c'est de parfaire mes connaissances, particulièrement en biophysique. Donc, plus tard, quand est arrivée la question des gaz de schiste ou la question climatique, c'est comme si je me servais de ces bases-là pour éclairer les gens autour de moi. Et je ne visais pas nécessairement à grande échelle, c'est simplement répondre aux questions qui m'étaient posées. Et comme d'autres, je pense que le collectif scientifique sur la question des gaz de schiste, qui a maintenant élargi un peu son mandat, c'est qu'on est vraiment dans une posture où il s'agit non pas de vouloir faire progresser la science ou les connaissances, mais les partager et partager de la manière la plus claire possible, la plus limpide possible, pour que la population sache de quoi il en retourne. Et parfois, évidemment, ça va paraître militant parce que ça va à l'encontre des visées du gouvernement ou des différents gouvernements, mais je crois que c'est quand même nécessaire si on veut une saine démocratie, si on veut avoir de l'acceptabilité sociale, il faut que les gens sachent de quoi il en retourne. Je pense que ça me semble important. Et les scientifiques, de ce côté-là, ont un rôle à jouer, ont un rôle d'explication, un rôle je dirais, de mettre en perspective. Donc, parfois, il faut chiffrer nos arguments, il faut démontrer jusqu'à quel point c'est important ou non. Donc, oui, à ce moment-là, on travaille un peu plus fort pour justement appliquer nos connaissances à un enjeu environnemental ou qui peut être local également. Ça peut être dans le cas d'une mine ou simplement d'une petite usine. Là aussi, il faut calculer, il faut chiffrer, il faut voir, faut juger de la pertinence de chacun des facteurs et essayer de montrer aux gens que ce facteur-là est plus important qu'un autre. Et je pense que là, les scientifiques sont utiles. Quand on est émerveillé par la poésie dans le vivant, ça doit être difficile d'en voir une partie s'éteindre. Ce l'est pour n'importe quel citoyen. On parle de la solastalgie qui est un peu une espèce de tristesse à voir s'éteindre des espèces, à voir disparaître des choses dans l'environnement qui nous entoure. Mais quand c'est ce qui nous a amené à faire des études, ça doit être particulièrement touchant de voir s'éteindre une partie de cette beauté-là.
Oui, tout à fait. Et d'autant plus que parfois, c'est pas nécessairement lié de près à notre parcours scientifique, mais quand même, la plupart des scientifiques sont sensibles à ce qui les environne, à ce qui les entoure, aux gens également. Donc, ces personnes, je suis une personne sensible et quand j'étais jeune, que je voyais disparaître le cours d'une rivière parce qu'un barrage s'était effondré, que je voyais que les poissons ne se comportaient plus de la même manière, qu'il y a des plantes qui apparaissaient. Tout jeune, je m'en suis comme aperçu et je me demandais jusqu'à quel point l'être humain en était responsable. Et les années ont passé, les décennies ont passé, et c'est sûr qu'à partir des années 80-90, je me suis aperçu que ça allait très vite et que c'était certainement l'être humain qui en était responsable. C'était toutes nos activités qui ont l'air en apparence anodines, avoir peu d'impact, mais quand on les somme ou quand on les regarde à partir d'un certain nombre d'années, eh bien là, on s'aperçoit que les impacts sont vraiment immenses. Et quand on voit des espèces dont les populations s'amenuisent ou qui disparaissent et que d'autres sont plutôt invasives et prennent tout le décor, il y a une perte. Et ceux qui vivent en contact avec la nature, ceux qui vivent de la nature jusqu'à un certain point, on pense aux agriculteurs, mais ça peut être les pêcheurs, ça peut être les chasseurs, ils le voient depuis plusieurs décennies et c'est compliqué de se dire, écoute, là, moi, je suis obligé de reprendre à zéro mes façons de faire. Je suis obligé à l'échelle humaine, l'échelle humaine, on n'est pas fait comme ça. La plupart des sociétés se sont bâties avec la transmission des savoirs et d'une génération à l'autre, on savait qu'il y avait les saisons pouvaient être déterminantes, qu'il y avait un enchaînement des saisons, un enchaînement de phénomènes, de processus qui mènent à telle ou telle action. Là, on est complètement désemparé compte tenu de la vitesse à laquelle ça se produit. Et souvent dans mes conférences, je cite un biologiste français des années 60 qui disait que tout ce que touche l'homme s'accélère. Et c'est vraiment ce qu'on constate malheureusement, c'est que plus ça va vite. Et l'homme semble être pris dans un phénomène qui s'amplifie, qui va de plus en plus vite. Et c'est comme si on n'était plus capable de s'en retirer et simplement se dire, ben là, on va réfléchir, on va arrêter 2 minutes. Et c'est pour ça qu'au tout début, on parlait d'un moratoire sur les gaz de schiste. C'était le premier réflexe, c'est de se dire, on arrête. Après, peut-être qu'on prendra des décisions plus éclairées. À l'heure actuelle, on est là, puis on va passer d'une transition à une autre, on va passer d'une filière énergétique à une autre. Mais je pense que le plus simple, là, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Et puis, ce ne serait pas peut-être plus sage de s'arrêter, vraiment, en termes, je dirais, pas simplement personnels, mais à l'échelle des communautés, des sociétés, puis de se dire, on est en train vraiment de scier la branche sur laquelle on est assis, puis respectons la nature, regardons la nature. Aujourd'hui, on a un cadre fabuleux ici, le long de la rivière Bécancour, mais si on revient dans 30 ans, 40 ans, à quoi ça va ressembler? C'est difficile à dire. Malheureusement, ça aura changé. Et il y a des gens qui disent, bien, tout doit changer, tout évolue. Mais il y a une certaine vitesse à laquelle les espèces peuvent s'acclimater, peuvent s'adapter. Et l'être humain, déjà là, on risque d'y passer nous aussi parce qu'on n'est pas fait d'autres matières, on n'est pas des êtres surnaturels, on fait partie de la nature. Il n'est pas impossible qu'on doive subir de graves déclins parce qu'on aura vraiment été trop loin que la nature, on l'aura trop saccagé. Et ça, j'ai l'impression de parler comme quelqu'un dans les années 60-70 qui nous avertissait de tout ça. Mais malheureusement, je suis obligé de le redire. On est trop, on veut trop s'accaparer les choses, on veut trop consommer des choses, on veut trop vivre toutes sortes d'expériences, on veut voyager, etc., etc. Mais tout ça a un coût. Et je pense que la connaissance de l'évolution des êtres vivants, la connaissance de la thermodynamique, des lois de la thermodynamique, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental et il faudrait que toutes les personnes sur la planète en prennent conscience. De cette manière-là, je pense qu'on deviendrait beaucoup plus calme et on arrêterait notre frénésie, notre
désir de toujours vouloir plus en faire. Et c'est le danger, c'est que proche peut-être d'une catastrophe imminente, on se met tous et toutes à nous activer, puis peut-être à nous enliser un peu comme on le prétend parfois quand on a des sables mouvants. Bien là, on se met à gesticuler, puis on s'enfonce. Bien, je pense que non, il ne faudrait plus qu'on s'enfonce, là. Il faudrait qu'on arrête de gesticuler. Il faudrait qu'on réfléchisse à ce qui se passe. J'entends un certain pessimisme dans vos propos, M. Brulmans. Qu'est-ce qui nous attend, là, selon vous? Bien, écoutez, il y a des gens avant moi qui ont dit que le milieu de ce siècle-ci serait critique, en ce sens que les populations humaines et animales et des plantes pourraient subir de graves déclins. Je pense que notre biosphère demeure quand même fragile. Elle est immense, ça se calcule en milliards d'hectares, etc. Mais il faut se rendre compte que nous sommes, nous aussi, des milliards et qu'on pèse très fort sur la planète et que, justement, on est dans une situation où peut-être on aurait déjà dépassé certains points de rupture, peut-être pas un point de rupture complet de la biosphère, mais quand même, quand il y a des limites qui sont dépassées, on peut être certain que ce qui va nous arriver dans l'avenir, ça va être des choses complètement nouvelles et auxquelles on va devoir faire face et ça risque de ne pas être jojo, là. Ça risque d'être plus compliqué. Oui, je suis pessimiste parce que je ne vois pas dans l'être humain la sagesse apparaître. Bien au contraire, là. Je pense que nos grands-parents ou nos sociétés d'avant étaient quand même plus sages. Ils semblaient plus respecter ce qui les environnait, plus faire attention aux gens également. Donc, on vit là dans une ère, et ça, est-ce que c'est à cause de la technique? Est-ce que c'est à cause de nos outils de plus en plus performants? Je ne sais pas. Mais c'est ce qui fait que je suis pessimiste. Mais peut-être qu'avec quelques coups, on dirait en plein sur la gueule, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer et que la plupart des gens vont devenir raisonnables, puis qu'il y aura comme une masse critique. En science, on appelle ça souvent les points de percolation, un seuil qui va être atteint, et à partir de ce seuil-là, bien, la majorité des gens vont devenir plus respectueux de l'environnement, et ceux qui voudront, ce qu'on pourrait dire, faire les fous, vont se faire regarder autant que quelqu'un qui maintenant va fumer une cigarette dans un wagon de train ou dans une salle d'hôpital. Vous avez été partie prenante de nombreuses luttes environnementales à travers les années. En ce moment, est-ce qu'il y en a une qui vous occupe particulièrement? Bien, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il y a toujours la fausse idée de la transition énergétique par le gaz naturel. Je pense que le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec fait un bon coup en tablant encore sur cette lutte-là. D'autres groupes, Greenpeace également, sont sur ce coup-là. Moi, c'est sûr que je le regarde de plus en plus sur un angle plus général, celui du climat, du réchauffement planétaire. Ce réchauffement planétaire-là affecte la biosphère, affecte tout ce qui nous entoure. Et c'est pour ça que certains vont prendre un petit morceau, d'autres vont prendre un plus gros morceau de la tarte. C'est sûr que c'est difficile de tout englober, pouvoir mener seul ou même avec un petit groupe des luttes très, très larges. Mais il faut que quelqu'un essaie, puis je pense que jusqu'à un certain point, j'essaie d'amener la question climatique au cœur des décisions des gens en général, mais surtout des élus, surtout des gens qui sont en mesure de prendre des décisions, des gens qui ont des moyens, si on peut dire, qui justement pourraient peut-être changer la donne. C'est ces gens-là que j'essaie de rejoindre et c'est ce que le groupe, par exemple, Groupe Mobilisation fait, avec lequel je participe activement. Bien, merci beaucoup pour votre application, Marc Brulmans. Merci pour cet entretien aussi. Merci François.